La Sierra Leone a ordonné la mise en quarantaine avec effet immédiat de 3 régions et 12 chefferies où vivent 1,2 million de personnes afin d'enrayer la propagation de l'épidémie Ebola. Ouais. Plus de millions de personnes en quarantaine, ainsi en a décidé le président sierra-léonais, une décision intervenue la veille d'une réunion de l'ONU sur l'épidémie en Afrique de l'Ouest. En plein essor fulgurant, la cigarette électronique se verra interdite dans certains lieux publics. C'est une disposition du plan anti-tabac véhiculé ce jeudi par la ministre française de la Santé. Suspectés de terrorisme, 10 individus sont placés en garde à vue en Ouganda. C'est le fruit d'une opération surprise des forces publiques. Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce rendez-vous des informations sur SICA. Ravi de vous y retrouver. Alors, la 69e Assemblée Générale des Nations Unies à New York a été ponctuée d'un conseil, il faut le dire, de sécurité extraordinaire. Et les assises ont été présidées par Barack Obama lui-même. À l'issue des travaux, le conseil a adopté une résolution contraignante pour endiguer le flot des djihadistes étrangers en Syrie et en Irak. Cette réunion, l'une des rares tenues au plus haut niveau des Nations Unies et à laquelle la plupart des pays membres ont pris part, a pour principal objectif de contrer la menace que les djihadistes représentent pour leur pays d'origine. À l'unanimité, le texte du jour a été adopté. Il impose aux États d'empêcher coûte que coûte leurs citoyens de s'enrôler dans des organisations extrémistes comme l'État islamique. La résolution historique que nous avons adoptée concrétise notre engagement pour affronter ce défi. C'est une résolution contraignante et elle établit de nouvelles obligations que les nations doivent respecter. Précisément, les nations doivent prévenir et supprimer le recrutement, l'organisation, le transport et le fait d'équiper des terroristes étrangers, ainsi que le financement de leurs déplacements et de leurs activités. Pour Barack Obama, il ne s'agira plus de paroles, mais d'actions concrètes pour espérer venir à bout des djihadistes. Déjà, plusieurs pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, ont pour certains pris et pour d'autres annoncé des mesures dans ce domaine. À dessein, le texte adopté est placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui prévoit des sanctions en cas de non-respect des résolutions. Manuel Valls a souligné ce jeudi la nécessité de rassemblement et de vigilance face à la terreur. Le Premier ministre français a appelé à soutenir les forces de l'ordre et a réaffirmé que la France ne cédera jamais. Cette déclaration a été faite lors d'une cérémonie d'hommage aux harkis Branly à Paris. Il s'agit des anciens combattants algériens. Une cérémonie au cours de laquelle une plaque en l'honneur des harkis a été dévoilée. Reportage. Devant les nombreux invités conviés à cette cérémonie d'hommage militaire en l'honneur des harkis, ces soldats nord-africains qui ont combattu pour le compte de l'armée française pendant la guerre d'Algérie de 1957 à 1962, le Premier ministre français a commencé son discours en évoquant l'otage Hervé Gourdel, lâchement assassiné par les djihadistes en Algérie. Invitée à cette cérémonie, Marine Le Pen, la présidente du Front National, s'est interrogée sur les moyens mis en œuvre dans la lutte contre l'État islamique, insistant qu'il fallait donner des moyens supplémentaires aux forces armées pour garantir la sécurité des Français. À partir du moment où nous sommes menacés, où nos compatriotes français sont menacés directement, où la France est menacée directement, nous ne pouvons pas ne pas nous sentir, bien entendu, concernés. Mais il faudra aussi faire le tour des responsabilités des uns et des autres, car c'est ça aussi l'honneur d'un pouvoir politique, d'être capable d'admettre que l'on a commis des erreurs, et notamment dans les interventions en Libye, notamment dans les interventions en Syrie, où l'on a contribué évidemment à renforcer les fondamentalistes islamistes. La France ne cédera jamais, la France ne se laisse pas intimider.
c'est cette réaction. Et c'est ce que nous devons à ce compatriote qui a été ainsi assassiné. Et je ne doute pas un seul instant de cette capacité à se rassembler dans ces moments, à être vigilant, mais aussi à faire preuve de solidarité, de confiance en soi-même. Manuel Valls a d'autre part exposé lors de son discours un plan d'action en faveur des harkis et de leurs familles. Ce plan comprend 6 mesures structurées autour de 2 axes que sont la reconnaissance visant à entretenir et développer la mémoire de l'histoire des harkis et la réparation désignant plusieurs mesures d'aide en direction de ces anciens combattants et de leurs familles, indique-t-on au ministère de la Défense. Ces mesures seront applicables dès le 1er janvier 2015. Page santé dans cette édition. Alors qu'elle connaît un succès fulgurant, surtout en Europe et aux États-Unis, la cigarette électronique va être interdite dans certains lieux publics comme les écoles et les transports en commun. Annonce faite ce jeudi par la ministre française de la Santé en présentant son plan anti-tabac. La consommation d'e-cigarettes double chaque année depuis 4 ans maintenant. Aujourd'hui, il serait 7 millions en Europe à s'adonner au vapotage. Retour sur ce que c'est que la cigarette électronique. 7 millions d'utilisateurs en Europe en 2013, 1 million en France, le succès de la cigarette électronique est fulgurant. Depuis 2009, la consommation a doublé chaque année. Partout, les boutiques spécialisées se multiplient. En France, le marché représente entre 100 et 200 millions d'euros pour 2013. La cigarette électronique est devenue pour beaucoup de fumeurs un substitut moins cher à la cigarette classique, voire un moyen d'arrêter de fumer. Une diode à l'une de ses extrémités simule la combustion et de la vapeur est aspirée de l'autre côté par l'utilisateur. Lorsque le fumeur aspire, un capteur déclenche une résistance qui vaporise une solution contenue dans une cartouche. Cette dernière est constituée de solvants, d'arômes et peut ou non contenir de la nicotine. Le tout est alimenté par une batterie et un microprocesseur contrôle l'allumage de la diode. Les différentes marques n'oublient pas le côté ludique, proposant une gamme de parfums allant du tabac classique au chocolat, en passant par le café, la cerise ou encore le Coca-Cola. Mais les effets indésirables sont encore mal évalués, les solvants utilisés dans les cartouches pourraient présenter des risques et la nicotine, déjà nocive en elle-même, pourrait induire une dépendance à la cigarette électronique. La Sierra Leone a ordonné la mise en quarantaine avec effet immédiat de 3 régions et 12 chefferies où vivent 1 million de personnes afin d'enrayer la propagation de l'épidémie Ebola dans le pays. C'est le président Ernest Bai Koroma qui a apporté l'information dans une déclaration télévisée tard dans la soirée de mercredi. Reportage. Cette mesure, dont la durée n'a pas été précisée, concerne près de 1,2 million de personnes. Elle intervient moins d'une semaine après un confinement total de 3 jours de toute la population du pays. Kenana et Kailaoun, 2 districts de l'est du pays, épicentre de l'épidémie en Sierra Leone, demeurent en quarantaine depuis le début du mois d'août. Avec la nouvelle décision, ce sont au total 5 des 14 districts du pays et plus d'un tiers de la population de la Sierra Leone qui sont concernés par les restrictions de circulation. Le confinement de ces districts et chefferies va évidemment poser de nombreuses difficultés, mais la survie de nos concitoyens et de notre pays est prioritaire, a insisté le président Koroma. Ces temps seront éprouvants pour tous, a-t-il ajouté. Rappelons que l'épidémie Ebola a fait 2917 morts en Afrique de l'Ouest sur les 6263 cas déclarés, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, publié ce jeudi à Genève. La Sierra Leone seule a déjà totalisé 597 morts sur les 1940 cas déclarés. 7 mois après le début officiel de l'épidémie d'Ebola en Guinée, l'économie du pays est de plus en plus durement touchée. Compagnies aériennes parties, frontières fermées. Dans la capitale Conakry, qui accueillait auparavant hommes d'affaires et compagnies minières, restaurants et hôtels ont perdu la majorité de leur clientèle, malgré une vie quotidienne quand même assez calme. 7 mois déjà que le virus Ebola a fait son apparition en Guinée. Depuis lors, le pays vit au ralenti, les activités économiques étant de plus en plus durement touchées. Mariam, qui gère un restaurant à Conakry, subit de plein fouet cette situation. Je gère un restaurant qui ne marche plus. Depuis qu'ils ont parlé affaire de Ebola, vraiment ça ne marche plus. Si vous remarquez, tu peux même compter les clients qui sont là et ça a beaucoup joué. Les gens ne comprennent pas, les gens ne viennent plus manger parce qu'ils ont peur. Et je peux dire qu'ils ont raison, ils ont peur de manger n'importe où. Dans les hôtels de Conakry, la clientèle se fait aussi rare. On est presque à 0% d'occupation.
J'ai 50 chambres dans cet hôtel par exemple, et il n'y a que 2 occupations. Et c'est des compatriotes sénégalais qui n'arrivent même plus à payer. Donc, parce que les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion. Compagnie aérienne partie, frontières fermées et le virus Ebola qui continue sa propagation, autant dire que Conakry n'est pas prête de retrouver au plus vite une vie normale. Les quelques employeurs qui tiennent encore bon espèrent un geste du gouvernement. Les employés qu'on a aujourd'hui à l'hôtel, et les salaires, ce n'est pas exclusivement pour eux, ce n'est pas comme en Europe. Ils sont les soutiens d'une famille. Donc on a demandé au gouvernement de nous soutenir en cet engagement et en nous donnant des aides au niveau d'exonération temporaire des impôts, surtout au niveau social, au niveau des TVA, pour au moins économiser et pouvoir maintenir les structures des travail. Côté prévision, le tableau est plutôt sombre. À en croire les économistes, la Guinée perdrait 1 à 2 points de croissance en moins en 2014. La Banque mondiale indique pour sa part que l'impact économique le plus important de la crise ne résulte pas de ses coûts directs, mais d'une réaction de panique alimentée par la peur de la contagion. Vivement donc la fin de l'épidémie pour que reprennent les activités économiques dans ce pays classé parmi les plus pauvres en Afrique de l'Ouest. Du côté de la Centrafrique, la MINUSCA a présenté hier la police des Nations Unies pour sécuriser la Centrafrique et aider au fonctionnement de la justice. Cette police travaillera en collaboration avec la police et la gendarmerie nationale. Et voici un extrait de l'intervention du commissaire de police des Nations Unies en Centrafrique. Quelqu'un qui a commis des faits qui sont contraires à la loi 1 à la République centrafricaine, en travaillant bien sûr avec les autorités judiciaires du pays, on ira aussi aider à faire la justice, bien sûr, parce que la police travaille dans le côté sécuritaire et dans le côté de la justice. On veut, avec une présence plus permanente dans les arrondissements, sécuriser la capitale. La Cour pénale internationale a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur une liste interminable d'atrocités commises par des milices armées en Centrafrique, pays plongé dans le chaos et les violences intercommunautaires depuis plus d'1 an et demi. Meurtres, viols, déplacements forcés, persécutions, pillages, utilisation d'enfants soldats. La liste des atrocités commises est interminable selon la procureure de la Cour, Fatou Bensouda. Procédant à une analyse indépendante et approfondie, mon bureau a rassemblé et a analysé scrupuleusement les informations pertinentes émanant de diverses sources fiables, a indiqué ce mercredi la procureure de la Cour pénale internationale, Mme Fatou Bensouda. Elle a également rappelé avoir averti dès le début du conflit centrafricain que les attaques contre les civils ne seraient pas tolérées. Bangui avait de son côté saisi la CPI en mai 2014, arguant que le système judiciaire centrafricain n'était pas en mesure de mener seules les enquêtes et les poursuites. La situation en Centrafrique s'était détériorée après le renversement du président François Bozizé en mars 2013 par la Seleka, une coalition de plusieurs factions rebelles qui s'était réunie en août 2012 et avait pris les armes en décembre. Ils avaient finalement été chassés du pouvoir en janvier 2014. La rébellion Seleka, essentiellement constituée de musulmans originaires du nord de la Centrafrique, du Tchad et du Soudan, avait multiplié pendant des mois les exactions contre la population visant particulièrement les chrétiens majoritaires en Centrafrique. L'enquête de Fatou Bensouda vise l'ex-rébellion mais aussi les milices chrétiennes anti-Balaka qui s'étaient formées en réaction aux exactions de la Seleka et qui avaient à leur tour mené des exactions de masse contre les populations civiles musulmanes, poussant à leur exode de Bangui. Si ces violences intercommunautaires ont largement diminué depuis quelques jours avec le déploiement de la force de maintien de la paix des Nations Unies, toutes les bandes armées n'ont pas été démantelées dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde. Les miliciens ex-Seleka sont aujourd'hui soit repliés dans leurs bastions musulmans au nord du pays, soit cantonnés dans des bases militaires de la capitale, tandis que les anti-Balaka se sont fondus dans la population civile. Pendant ce temps, en Ouganda, une opération surprise des forces publiques a permis de mettre aux arrêts une dizaine d'individus suspectés de terrorisme. Ils sont présentement placés en garde à vue après avoir comparu donc devant un tribunal. Images et son. Ils sont 8 hommes et 2 femmes soupçonnés d'activités terroristes mises aux arrêts.
Les accusés ont été identifiés comme résidents d'un quartier somalien de Kampala. L'un d'eux originaire du Kenya, les 9 autres sont tous des citoyens somaliens. Ils ont été arrêtés lors d'une opération spéciale menée par la police après avoir encerclé le principal dock de la ville. Au cours de leur comparution, il a été déclaré que les suspects et d'autres encore en fuite avaient aidé et apporté du soutien au groupe Al-Shabaab, tout en sachant que le soutien apporté serait utilisé à des fins d'actes de terrorisme. Les concernés déclarent quant à eux être des gens de bonne moralité. Selon l'acte d'accusation, les inculpés âgés entre 20 et 31 ans sont décrits comme des réfugiés ayant pour profil chauffeurs et hommes d'affaires. En attendant la reprise de leur procès prévu pour le 7 octobre, ils sont tous placés en détention provisoire. L'Ouganda, principal allié des troupes africaines dans la lutte contre les insurgés Shabaab, a été pris pour cible par ces rebelles dans le passé dans une attaque à la bombe ayant occasionné d'importants dégâts matériels, plusieurs blessés graves et tué au moins 116 personnes. Parlons cinéma à présent. Le film culte d'horreur mexicain Max Negro que la Noche, un classique de 1975, a eu droit à un remake en 3D. Ce film sortira en salle dès demain vendredi aux États-Unis. Une mise à jour en version 3D du légendaire film mexicain d'horreur classique de 1975, Max Negro que la Noche. Ce film d'horreur raconte l'histoire de Greta, une belle jeune femme dont la tante excentrique décède laissant un grand manoir à la fois très opulent. Lorsque Greta emménage avec ses amis, elle découvre qu'elle doit prendre soin du chat prisé de sa tante Baker. Les nouvelles résidentes prennent en charge la maison, jetant les vieux objets inutiles. Greta et ses copines jouissaient d'un amusant été jusqu'à ce qu'elle ne perde la trace de Baker qui se noie dans la piscine de la maison. Début de leur enfer, des choses étranges commencent à se produire, des voix bizarres, des visions de fantômes et des bruits mystérieux qui les conduisent à la découverte des pouvoirs les plus sombres du mal, de l'horreur et de l'agonie au-delà de la terreur. Ce qui était sur le point d'être le meilleur été de leur vie se transforme très vite en une lutte terrifiante pour sauver leur vie. En ningún momento se intentó o fue la intención como À aucun moment, nous n'avons eu l'intention de faire mieux que la version précédente. On n'a même pas essayé. Ça aurait été absurde de notre part. La version de 1975 a marqué l'histoire du film d'horreur du Mexique. Le but, c'est de raconter cette histoire à une nouvelle génération qui ne sait même pas que ce film existait. Max Negro que la Noche sort le 6 septembre prochain. À présent, reparcourons ensemble les titres phares des journaux parus ce jour en Afrique. Ce sera à travers la revue de presse. La plupart des canards parus sur le continent africain s'est intéressé ce jeudi à la décapitation de l'otage français par des djihadistes liés à l'organisation État islamique. L'otage français Hervé Gourdel lâchement assassiné, titre Afrique.com pour reprendre les propos du président français François Hollande. Pendant ce temps, Jeune Afrique nous apprend que dans son intervention prononcée le mercredi 24 septembre, après l'annonce de la mort d'Hervé Gourdel, le président François Hollande a indiqué que l'Algérie continuerait à mobiliser toutes les forces possibles pour retrouver les assassins. Slate Afrique, pour sa part, fait lire sur la toile que l'exécution d'Hervé Gourdel ne fait que rallonger la liste des nombreux Français tués par des djihadistes au Sahel et au Maghreb depuis 5 ans. Pour le site d'information, le cas de Hervé Gourdel annoncé par ses ravisseurs était sans doute la plus scénarisée et destinée à marquer l'opinion publique alors que la France participe actuellement aux frappes occidentales en Irak. Parlant toujours de terrorisme, Jeune Afrique nous informe de ce que l'armée nigériane
a affirmé mercredi avoir tué le chef islamiste qui se faisait passer dans des vidéos pour le défunt Aboubacar Sheko, le chef de Boko Haram. L'information n'a pas encore été confirmée par des sources indépendantes, ajoute le journal panafricain, qui précise qu'au cours d'une conférence de presse de l'armée nigériane, le général Chris Olukolade a désigné dans une vidéo amateur un homme barbu gisant à terre parmi des victimes comme étant le chef de Boko Haram tué. Au Bénin, la polémique autour de l'organisation des prochaines élections a encore nourri les colonnes des canards parues ce jeudi. Rapportant les propos du président béninois Boni Yayi qui a affirmé avoir dépensé depuis 2006 plus de 100 milliards pour organiser des élections, ce qu'il estime trop cher, la Nouvelle Tribune souligne que celui-ci a dit des contre-vérités. D'après les chiffres avancés par le journal béninois, les 4 élections organisées entre 2007 et 2011 par le président Boni Yayi ne dépassent guère 40 milliards de francs CFA. Au même moment, des réactions au sein du peuple béninois continuent d'être enregistrées suite aux propos tenus par le président de la République Boni Yayi sur la cherté des élections au Bénin. Le matinal écrit que les femmes leaders du Bénin, qui n'entendent pas laisser Boni Yayi mettre le Bénin à genoux, le mettent déjà en garde. Le quotidien béninois d'information fait lire également que la formation politique Alliance pour un Bénin triomphant ABT, à travers un communiqué, a rappelé au chef de l'État béninois que l'organisation des élections au Bénin est une obligation constitutionnelle qu'il est tenu de respecter. Sur un autre front, c'est le président nigérian Goodluck Jonathan qui a affirmé mercredi à la tribune de l'ONU que son pays n'était désormais plus affecté par le virus Ebola, nous apprend Jeune Afrique. Selon les autorités nigérianes, il n'y a plus de patients d'Ebola en observation, mais l'OMS attend 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation, pour déclarer qu'un pays n'est plus touché par la maladie. À en croire l'hebdomadaire panafricain d'information, c'est le 20 octobre seulement que l'OMS sera en mesure de se prononcer si aucun nouveau cas n'apparaît. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de la Revue africaine. Merci pour votre attention. Ravi de vous avoir présenté cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité.